Bonsoir et bienvenue pendant le 20h, votre rendez-vous de décryptage de l'actualité par la culture. Manque de transparence, institutions trop éloignées des citoyens, l'abstention est le premier parti en suffrage. La démocratie élective est-elle à bout de souffle? Nous en débattons avec Marie-Jeanne Nigaul et Paul Tourki-Dourian, suivi du décryptage Penser la démocratie proposé par Marie-Josée Arrigui-Landine et Xavier Affre. Bonsoir Marie-Jeanne Nigaul. Bonsoir Philippe. Bonsoir Paul Tourki-Dourian. Bonsoir Philippe. Bonsoir Marie-Jeanne. Augmentation des suffrages blancs et de l'abstention, perte de sens, paraît-il, de l'action politique, institution qualifiée d'aristocratique, faible représentation de la diversité dans les espaces élus, le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, est-ce une réalité, Paul? Oui, je pense qu'effectivement, le fonctionnement politique moderne ne correspond plus du tout aux attentes des populations en général. On ne va pas cibler l'Europe, les États-Unis, enfin tout le reste du monde. On s'aperçoit que ce qui fonctionne encore le mieux à l'heure actuelle sont les tyrannies, un petit peu, ou en tout cas ce qu'on peut qualifier en Europe de dictature. Alors, certaines en Amérique du Sud, il y en a eu au Moyen-Orient. Pardon, mais Paul pèse ses mots, hein. Ce qui fonctionne le mieux, ce sont les dictatures, hein, Marie-Jeanne. Oui, j'ai bien entendu. Tout à fait. Oui. Donc, ce qui fonctionne le mieux, ce sont les dictatures. Et on le voit que même le culte de certains présidents quasiment élus à vie, comme Vladimir Poutine, ont aussi un impact en Europe, puisqu'il y a un vrai fan club de Vladimir Poutine en Europe, voire aux États-Unis. Ce qui est comme un phénomène assez étonnant, parce que effectivement, la classe politique ne correspond plus du tout aux attentes. Elle est vulgaire, elle est souvent intellectuellement crasseuse, il faut le dire. C'est souvent la course au renouvellement de son propre mandat. On revient souvent sur ses idéaux. Les promesses de campagne n'engagent que ceux qui les croient, etc., etc. Donc effectivement, l'abstention, en général, c'est la nouvelle loi du peuple, c'est-à-dire je ne me bouge pas pour aller aux élections, puisque rien ne changera. À partir de maintenant, ça sera comme d'habitude. Il faut que tout change pour que rien ne change. C'est un petit peu ce que dit Paul. J'essaie de traduire un petit peu la pensée de Paul. Moi, je pense qu'il a raison, sauf que je ne suis pas trop d'accord sur l'idée que la tyrannie fonctionne bien. Mais personne ne s'est jamais plaint. Je crois que malheureusement, les gens n'ont pas l'espace de se plaindre. Mais quand on parle de l'essoufflement d'une démocratie élective, je dirais que c'est plus voter, ça reste important. On voit qu'en Corse, les choses sont un petit peu différentes d'ailleurs, puisqu'on est passé d'une période où il y avait beaucoup de violence et que le recours aux élections a été qualifié par toutes les tendances, et les nationalistes en particulier, a été qualifié de démocratique. Mais sur le plan, je dirais, général, ce qui est essoufflé, c'est la démocratie représentative. C'est le sujet. Parce que d'ailleurs, c'est un contresens dans les termes, de toute façon. Donc, la représentation, c'est ce que disait Paul à l'instant, elle représente qu'elle-même. C'est une oligarchie qui se reproduit, qui est une caste, comme l'a dit, je pense, fort à propos, Mélenchon. C'est une caste qui ne vise qu'à se reproduire et qui... Voilà, exactement, c'est un paradoxe, mais c'est vrai. Et quand on a vu cette volonté de dégagisme, de renouvellement, ça indique finalement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, que les gens ont une grande conscience civique et qu'ils n'ont pas envie de se départir complètement de la chose politique et qui voudraient se la réapproprier. Et donc, on a toute cette éclosion de mouvements horizontaux, différents, qui s'organisent comme hors... et qui fonctionnent pas. Des mouvements citoyens, ce qu'on appelle Nuit debout, notamment. Podemos, etc. On est loin du compte quand même. Hein. Non, ce qui est dramatique quelque part, j'ai presque envie de dire, c'est qu'il faudrait revenir à l'origine même de la démocratie, parce que la démocratie représentative, c'est quelque chose qui a au grand maximum 200 ans. Hein, ça date de la Révolution française. Je pense qu'il faut revenir à l'origine de la démocratie, donc la fameuse Athènes, le 5e siècle, on nous rabâche à toutes les sauces. Sauf que la réalité de la démocratie à Athènes, c'est qu'il y a une certaine partie de la population qui a le droit de vote car elle est capable de défendre en armes la cité. Les femmes, les esclaves, les étrangers sont interdits de vote. Alors c'est peut-être pas le paradis, mais en tout cas, on voit que ça fonctionne. Et en cas de crise, le tyran. De manière momentanée, quelqu'un a les pleins pouvoirs, notamment militaires, pour défendre la cité. Et on tire au sort les charges. C'est-à-dire les charges sont tirées au sort parmi la liste des citoyens. Je pense qu'à un moment donné, c'est pas la démocratie représentative, la démocratie participative. Maintenant, elle rajoute tout un tas de qualificatifs, alors qu'en fait, c'est la racine elle-même qui est malade.
c'est pas qu'elle soit participative, représentative, c'est la démocratie en elle-même. Qu'est-ce que la démocratie à l'heure actuelle? C'est la reproduction d'une caste. La caste, c'est l'oligarchie qui défend ses propres intérêts. Parce que quand on se place du côté des chômeurs, des pas contents, des nuits debout, des jours allongés, enfin bon, tout ce qu'on veut, c'est quoi le problème en fait? Le problème, c'est que il y a une caste qui utilise tous les outils qui sont à sa portée pour se renouveler, se reproduire et protéger ses propres intérêts. Et ça fonctionne. Nous, quand on se place du côté du citoyen, rien ne marche. Mais quand on se place du côté de la caste, tout fonctionne parfaitement. Alors, on va tout de même donner, pardon Marie-Jeanne, la définition pour le téléspectateur de l'oligarchie, parce que voilà, c'est une émission aussi où on décrypte, où on informe. L'oligarchie, c'est une forme de gouvernement qui est réservée à un petit groupe de personnes qui représente l'élite, ou en tout cas la classe dominante. Hein. C'est la définition de l'oligarchie. Mais tout de même, alors... J'entends bien ce que Paul nous dit, revenir à la racine même du mot, c'est très bien. La sémantique, c'est important et c'est pas ici qu'on vous dira le contraire. Mais tout de même, elle fonctionne, cette démo. Il y a des élections, c'est une des questions. Elle fonctionne. Il y a des représentations d'élus pour le peuple, par le peuple. C'est un outil qui légitime un pouvoir. C'est-à-dire qu'on soit élu avec 10%, 15%, 30%, 40, 70, 80 ou 1%. On représente tout le monde. Mais je crois que pour revenir à la question de justement sémantique, la démocratie, comme c'est un mot valise, mais qui est quand même le gouvernement du peuple, pour le peuple et par le peuple, c'est un modèle finalement théorique qu'il s'agit tout le temps de conquérir et de construire. C'est-à-dire que c'est pas un régime politique, c'est une dimension qui doit être conquise, et on le voit bien, parce que comme le disait à l'instant Paul, il y a la sphère publique, elle est définie par les puissants, ceux qui ont l'oligarchie, ceux qui ont le pouvoir. Et pendant très longtemps, on a considéré que les femmes ça relevait du privé, elles n'avaient pas le droit de vote, etc. Donc, ce qui permet à la démocratie de s'élargir et de se construire, c'est que cette sphère publique soit élargie par les luttes qui sont menées par les syndicats, les forces sociales, etc. J'entends bien le constat, Marie-Jeanne, pardon, mais j'entends bien le constat, j'entends bien aussi l'analyse de Paul, mais on va tout de même essayer de regarder devant, si vous le voulez bien. Est-ce que selon vous, pour remédier, parce que ce qui est important, c'est le suffrage universel, c'est comme ça que ça se passe, et l'abstention record qu'il y a eu lors des dernières élections, ce qui dit quelque chose aussi de l'état démocratique électoral du pays. Mais si vous le voulez bien, est-ce que vous pensez que la loi de modernisation de la vie publique, de la vie politique, je vais dire quelques exemples de cette loi, cumul des mandats, non cumul des mandats, pardon, réduction du nombre des élus, contrôle des dépenses des élus, va-t-il dans le bon sens? Nous parlons de démocratie élective. Non. Moi, je pense qu'on peut dire que ça va quand même un peu dans le bon sens, mais que c'est lié à une demande exprimée par l'ensemble des citoyens, qui est très forte. Et il faut bien que cette oligarchie, donc cette caste, comme on voudra, fasse des aménagements pour maintenir son pouvoir. Parce que ce qui est le plus important, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que les gens ne se sentent pas représentés par une espèce d'alternance entre une gauche et une droite, qui finalement font la même politique, qui privilégient toujours les mêmes personnes et qui, d'une certaine manière, disent, et c'est là où il y a un gros problème... Mais les gens votent. Oui, il y a une nécessité... Alors, excusez-moi, le problème qu'il y a, effectivement, moi je trouve que ça ne va pas du tout dans le bon sens, parce que ce sont des effets d'annonce. La loi de modernisation, voulue par le gouvernement de modernisation, c'est un effet d'annonce, c'est un énième fait d'annonce, où on va nous dire, oui, mais vous comprenez, le cumul des mandats, le contrôle... Mais ça existe aujourd'hui, Paul. Oui. Le non-cumul des mandats existe. C'est déjà mieux que le cumul des mandats, de toute façon. Mais il y a, vous le savez très bien, des manières de le contourner. Le contrôle des finances va être exercé soit par les députés eux-mêmes sur eux-mêmes, soit par des commissions, soit par des organes, on dira, institutionnels, qui sont sous dépendance de l'État ou du gouvernement. Donc finalement, l'un dans l'autre, le serpent se mord la queue. Et on dit quoi? On dit au voleur de contrôler combien il a dans les poches. Je veux dire, c'est vraiment l'effet d'annonce. C'est, encore une fois, c'est le paradoxe entre la démocratie et la démagogie. Ce qui est une critique de la démocratie qu'on retrouve chez Socrate, Platon, Aristophane, Descartes, enfin chez tout le monde, c'est que la démocratie porte en elle-même les germes de la démagogie. Elle est obligée de se corrompre parce que, tout simplement, elle est sur le renouvellement du pouvoir, parce qu'elle demande de légitimer son pouvoir par le peuple. C'est pas le peuple qui envoie des représentants, ce sont des représentants qui demandent au peuple de légitimer leur pouvoir. Et c'est tout le problème. Le problème, c'est qu'on devrait être sur du tirage au sort, par exemple, ce
qui est une idée qui semblait être farfelue, mais sur des listes d'aptitudes de gens capables de gérer, etc. Sur un tirage au sort, on est dans l'équité, le hasard. Vous dites que c'est le hasard qui doit primer. C'est pas le hasard. Le hasard n'existe pas. Mais sur une liste d'aptitudes, tirer au sort des gens qui ne peuvent exercer qu'un mandat. Je pense qu'il peut y avoir. Excusez-moi, mais il y a le libre arbitre également des gens qui vont voter. Ils savent. Enfin, on sait très bien. C'est comme sur les sondages. La personne interrogée à tel moment, tel jour. Ok. L'humeur aussi en politique. La communication, l'éducation. Oui, mais rapidement, la question du tirage au sort, c'est encore une autre question. Et puis Platon avait une drôle de conception de la démocratie. Mais je crois que il est nécessaire qu'il y ait dans la société un certain nombre d'organisations, de contre-pouvoirs qui se construisent hors système, parce que le fameux système, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, que tout le monde rejetait à travers le dégagé. Veuillez m'excuser, mais personnellement, je ne sais pas ce que ça veut dire système. Le jour où on me donnerait une définition claire de ce mot valise, finalement, que ceux qui sont au pouvoir, les institutions se reproduisent elles-mêmes et produisent toujours les mêmes solutions aux mêmes problèmes politiques, qui sont en fait aujourd'hui complètement dépolitisés, parce que la réalité, c'est qu'on dépolitise la vie politique et au profit d'une soumission aux intérêts économiques du capitalisme, pour aller vite, on va dire ça. Alors, on l'a bien compris, vos arguments, on a bien compris votre positionnement. Marie-Jeanne, est-ce que tout de même, vous pensez que la transparence, c'est important en politique et cela va dans le bon sens? Je voudrais juste, oui ou non? Non. Vous n'y croyez pas, Marie-Jeanne? Moi, je dis que oui, c'est important, mais le plus important, c'est que les gens puissent participer à l'élaboration des politiques. Pardon, je vais juste vous faire réagir puisque vous nous dites que la transparence, selon vous, ne va pas dans le principe d'une démocratie élective plus forte et qui favoriserait le libre arbitre et le libre choix. Ces mots de Gilles Simeoni. Discours le 17 décembre 2015, le président du Conseil exécutif. Il dit ceci: plus que jamais, la maxime de Pasquale Paoli doit guider chacun de nos pas et chacun de nos choix. Il faut que notre administration ressemble à une maison de cristal, où chacun puisse voir ce qui s'y passe. Toute obscurité mystérieuse entretient l'arbitraire du pouvoir et entretient la méfiance du peuple. Alors, quand on parle de maison de cristal, quand on parle de méfiance du peuple, nous sommes clairement dans une politique de transparence, en tout cas elle est voulue par le président de l'exécutif. Vous n'y croyez pas, Paul? Non, c'est pas je crois à la clarté. La transparence, on voit à travers, c'est inodore et incolore. La clarté permet de mettre les choses en relief et de percevoir. Et ça veut dire qu'il faut d'un côté éduquer les gens à cette lumière, à cette clarté, et soi-même l'exercer pour qu'elle puisse se manifester. Alors, et concrètement, vous croyez ce que fait le président de l'exécutif, ce que fait l'exécutif depuis décembre 2015 sur ce qu'ils appellent la maison de cristal, c'est-à-dire rendre compte aux citoyens, cela participe du bon déroulement démocratique des institutions? Alors, c'est effectivement une des manières de rapprocher les institutions du peuple. On a encore la chance ici d'avoir des élus qui sont dans la proximité, voire dans la promiscuité dans certains cas. Donc on a cette chance-là, ce qui permet effectivement d'avoir une connaissance, et puis on sait qu'on est en Corse, la société de la porosité, donc tout se sait, on sait tout. Mais c'est vrai qu'il y a une volonté politique réelle quand même malgré tout de se rapprocher des gens et de se rapprocher du peuple. On le voit sur les comptes de la CTC, la parution des comptes, on a accès très facilement aux chiffres, etc. Parce qu'il y a cette volonté. Alors bon, Gilles Simeoni parle de transparence, moi je préfère la clarté, pour les raisons que j'ai évoquées précédemment. Mais il y a cette promiscuité-là qui n'existe nulle part ailleurs pour l'instant. Marie-Jeanne, rapidement. Oui, donc moi je trouve que ça va dans le bon sens. Mais pas forcément. C'est l'exemple, il y a d'autres collectivités je crois qu'effectivement, là, elle vient après une période de grande opacité et que donc c'était tout à fait nécessaire de restaurer un moment de clarté. Mais par rapport à la question initiale de notre propos aujourd'hui, je pense que dans une société aussi démographiquement réduite que la Corse, il serait tout à fait facile de faire des consultations, de faire participer, parce que la clarté et la transparence, c'est aussi de faire participer les citoyens à l'élaboration des politiques publiques. Chez Gilles Simeoni, par exemple, il y a une figure, je dirais, presque tutélaire. C'est-à-dire qu'il y a ce personnage qui incarne une valeur, une dynamique, une force, une volonté. Est-ce qu'il a besoin régulièrement, toutes les semaines, je schématise un peu, de demander l'avis aux gens pour prendre des décisions? Je ne pense pas. Quand on a un capitaine de bateau, on s'attend à ce que dans la tempête, il puisse naviguer et donner ses ordres aux marins et les amener à bon port. Répondez rapidement avant oui, les 40 mais c'était la question de tout à l'heure, le gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple. C'est vrai qu'il est
l'idée de, d'ailleurs, pour qu'un peuple existe, il faut qu'il se construise dans un projet politique, à mon Absolument. sens. Hein, et donc, se construire dans un projet politique, c'est aussi participer, avec le capitaine, bien sûr, qui donne les orientations, à l'élaboration des politiques publiques. Allez, les 40 secondes, vous en gardez un petit peu sous le pied. La démocratie élective est-elle à bout de souffle? C'est la question du soir dans Pendant le 20h. Paul, c'est avec vous que je commence. Je dirais que la démocratie, comme elle est conçue et perçue à l'heure actuelle par les institutions et par le peuple, elle est à bout de souffle parce qu'effectivement, elle ne correspond ni aux attentes ni au fonctionnement d'une société qui se transforme très vite, où la communication a une part très importante. Et donc, je pense qu'il faut la revoir. Il faut la revoir sur les compétences, il faut la revoir sur aussi les appétences des gens qui briguent des carrières en politique, des mandats, etc. Est-ce qu'il vaut mieux pas privilégier justement le tirage au sort parmi des gens compétents plutôt que des élections où on le voit, des chutes de popularité énormes arrivent très rapidement parce qu'il y a déception, parce que les promesses sont jamais tenues et chaque élection renouvelle cette problématique. Je crois qu'effectivement il faut se diriger plus vers ce qu'on appelle la théorie du tyran éclairé. Terminé. Ah pardon. La théorie du tir. Ouf, on termine sur ces mots. oui. Marie-Jeanne, là, c'est... Alors, Attention, pas du dictateur. Paoli lui-même était quelque part un peu un tyran éclairé, Oui, mais- dictateur éclairé. Alors, vous allez répondre sur le tyran éclairé. Oui. J'espère, Marie-Jeanne. Non, hein. mais c'était une autre époque et c'était. On l'invoque souvent. Hein. Oui, c'était une autre époque et je pense que justement, s'il y a une chose, et je recommanderais la lecture de Jacques Rancière finalement sur cette question qui s'appelle La haine de la démocratie. Sur l'idée, vous avez prononcé le terme de la compétence. Précisément, si on veut être vraiment démocratique, il n'y a plus ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, il n'y a pas de compétence. Il y a la construction ensemble d'une politique où l'intérêt général et le bien commun peut être défini par une délibération et un débat intelligent. Donc, je crois que ce qui est à bout de souffle, ce n'est pas la démocratie élective, c'est les institutions telles qu'on les connaît aujourd'hui qui demanderaient à être réformées de manière extrêmement importante. Nous allons poursuivre notre conversation autour de la démocratie élective. La démocratie, justement, est le pire des régimes à l'exclusion de tous les autres. Ces mots célèbres de Winston Churchill obligent à penser la réinvention de la démocratie. C'est le thème de notre décryptage culture. Nous avons rejoint Marie-Josée Arrigui-Landini, journaliste et éditrice. Bonsoir Marie-Jo. Bonsoir. Et Xavier Affre, cinéphile et historien qui dans les coulisses, réagissait à vos échanges. Bonsoir. Marie-Jo, c'est avec vous que nous allons commencer. Devons-nous changer de civilisation avec Edgar Morin ? Oui, pourquoi pas. Le temps est venu de changer de civilisation. Effectivement, c'est ce petit livre qui est paru fin août. Il est tout récent. C'est un dialogue en fait avec Denis Lafay, qui est un journaliste de la Tribune. Il y a des illustrations aussi de Pascal Lemaître. Donc Edgar Morin, on le rappelle, sociologue, philosophe, qui a conçu le fondement de la pensée complexe et qui a écrit La méthode, une somme. Je ne l'ai pas sur ce bureau, c'est un petit peu monstrueux. Et dans ce petit livre, il parle de beaucoup de choses très actuelles. Et il dit à un moment, au sein de la société civile, il existe un foisonnement d'actions très dispersées qui participent à réinventer la démocratie et sur lesquelles il faut s'appuyer. Donc lui il parle de société civile très vite et de réinventer la démocratie. Alors dans La Voix, qui est un ouvrage un petit peu plus ancien, de 2011, j'ai aussi, il donnait sa définition de la démocratie et il expliquait que la démocratie, ça va au-delà de la séparation des pouvoirs, donc des trois pouvoirs, législatif, judiciaire et exécutif. Ça va aussi au-delà de ces élections qui justement nomment effectivement un parti ou un dirigeant pour une durée donnée. Il dit que la démocratie, elle vit de la pluralité de conceptions et d'opinions antagonistes. C'est un conflit permanent justement entre les partis et entre les idées qui fait qu'il y a un conflit fécond et qu'on arrive à régler des problèmes et à se trouver des solutions en dehors des conflits violents, évidemment. Mais la démocratie, pour lui, c'est aussi quelque chose qui va respecter les minorités, qui va respecter les droits individuels. Et contrairement à la dictature, la démocratie n'a pas une vérité. Justement, elle est toujours en train de se faire et de se refaire. Donc c'était très intéressant de le lire et de se rappeler que quand on est dans une dictature, on rêve de démocratie. Donc pour lui, ça n'est pas un modèle finalement à bout de souffle, mais c'est un modèle qu'il faut faire évoluer et justement passer d'une démocratie représentative à une démocratie participative. Marie-Jeanne. Oui, je pense que ce qui est résumé à travers Edgar Morin et qu'on retrouve dans tous les penseurs de la démocratie, je dirais
on va dire, avec un mot valise aussi progressiste, c'est effectivement cette idée qu'elle est à pratiquer, plutôt, je dirais même pas vraiment à réinventer, puisque les éléments sont là, mais qu'il faut ouvrir les espaces pour qu'elle puisse se pratiquer et qu'elle puisse devenir une réalité. Et donc, je crois que ça recoupe complètement ce que je disais tout à l'heure, les éléments qu'apportait Jacques Rancière. On va passer au cinéma avec Xavier. Tempête à Washington de Otto Preminger, notamment. Et Viva Zapatero. Pas de film roumain, je regarde pour Paul, parce que je sais que... Non, j'ai voulu chercher dans l'histoire, je suis remonté très loin, hein, c'est pour montrer que ces questions de démocratie et sur les pratiques démocratiques, ça interroge depuis très longtemps, depuis toujours. Otto Preminger, en 62, dans ce film, alors il prend appui sur quelque chose qui est véridique, c'est un fait divers, ce sont des faits qui existent. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un président doit nommer un secrétaire d'État, d'où le titre d'ailleurs, hein, Advise and Consent, il doit y avoir un consentement du Sénat et un passage par une commission. Bon, c'est une démocratie américaine qui est sans doute pas la plus parfaite, mais on l'a vu il n'y a pas très longtemps, mais en tout cas elle est là. Oh, le méchant. Et du coup, ce qui est intéressant dans ce film, qui est c'est Otto Preminger, donc c'est prodigieux. Puis en plus, ça bénéficie des acteurs. Charles Laughton, voilà, c'est Henry Fonda, donc c'est un classique évidemment du cinéma américain. Mais c'est une vraie réflexion désabusée sur la politique américaine. Alors certains ont vu aussi que c'était un film à la gloire de la démocratie. C'est pas un rejet de la démocratie, mais ça montre bien quand même qu'au niveau politique, donc de cette élite dont vous parliez tout à l'heure tous les deux, c'est manipulation, coups fourrés, chantage. Parce que ce secrétaire d'État, en l'occurrence Henry Fonda, qui va être nommé, tout le monde lui fait des crasses autour, bien sûr, parce qu'on ne veut pas de lui. Donc, notamment Charles Laughton, qui joue un sénateur qui rappelle quand même un peu McCarthy, notamment, hein, ce charmant Joseph McCarthy, qui était légèrement réactionnaire. Et du coup, ça dit beaucoup de choses sur ces institutions et sur le jeu démocratique et sur les limites du jeu démocratique, sans la rejeter, mais en montrant quand même que voilà, il y a beaucoup de cynisme dans la machine démocratique. Et puis c'est un exemple parfait de l'oligarchie dénoncée dans la première partie par Paul et Marie-Jeanne, hein, ce film. Ouais. Non, mais voilà, on revient à la corruption des appareils d'État, des appareils administratifs, juridiques. Alors effectivement, on peut être dans l'utopie et dire que, en se réunissant entre gens qui ne sont pas d'accord, en buvant du thé, on peut arriver à faire émerger un système politique. Je pense pas. Alors déjà, je tiens à faire une parenthèse pour pas me faire déshériter. Je ne suis pas un pro-dictateur. Attention. C'est bien la théorie de le dire, Paul. La théorie du dictateur éclairé, c'est quelque chose, je renvoie les gens aux articles sur Internet et aux livres, c'est complètement autre chose. Bien sûr. Mais effectivement, il y a une corruption parce que dans cette logique qui est mise en place, en tout cas depuis le 19e siècle, on dira 18e, 19e siècle, il y a ce renouvellement du parti, il y a le renouvellement d'une caste, et c'est tout sauf la démocratie. Elle s'appuie sur une vague démocratie pour se légitimer, mais c'est sans plus. Autre film, Viva Zapatero, de Sabina Guizzanti. Alors, j'ai choisi ce film parce que déjà, ça concerne l'Italie de Berlusconi. Donc, on sait très bien que là, c'est peut-être le modèle de la démocratie pourrie par le trognon, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais oui, quand même. Et effectivement, cet humoriste, alors qui est un peu on la compare souvent à la Michael Moore italienne. C'est pas forcément une référence, parce que Michael Moore a un peu dérapé, je trouve. Mais voilà, elle faisait un show à la télé. Et elle a été virée, tout simplement, par le gouvernement, parce qu'elle critiquait le gouvernement, elle osait critiquer Berlusconi, qui fait beaucoup de bien, évidemment. Ça arrive souvent dans les démocraties, ça. Voilà. Et puis elle décide d'enquêter dans son film. Alors il y a beaucoup d'humour, il y a du sérieux et de l'humour. Ce qui manque parfois peut-être à Michael Moore, c'est quand même bien documenté. Là, voilà, par exemple. Et ben son constat, on n'en doute pas, hein, est terrifiant. C'est-à-dire les médias sont manipulés. Alors sont encore, parce que c'est que Berlusconi est sur le retour peut-être bientôt. C'est pour ça que je choisis aussi. C'est l'éternel retour avec Silvio. C'est plus le cavalier, et ça devient maintenant le revenant. Toujours retombe. Oui, voilà. Chaque fois rajeuni, oui. Ben oui. Et du coup, voilà, c'est à la fois drôle, léger, féroce, c'est même glacial par moments, et c'est une vraie démonstration qui montre que dans une démocratie, en tout cas, il n'y a pas toujours les médias libres. Ça paraît une évidence, mais bon, c'est bien de le redire. Et le regard de l'historien, Xavier, pas sur le débat, mais sur cette période-là de l'Italie, c'est intéressant aussi, nous autres, méditerranéens. Alors c'est sûr que sur l'Italie de Berlusconi, c'est un homme qui a fait beaucoup de choses très intéressantes pour ses amis. Et qui a mêlé, là pour le coup, l'oligarchie, médias, club de foot, c'est important, club de foot, télévision. Politique, mafia, BTP... C'est quelqu'un qui a bien compris les rouages de la démocratie et qui a su parfaitement se couler dans les vêtements du démocrate élu. D'ailleurs, vous disiez les élections. Élu, hein, légitimement élu, légalement élu, il n'y a pas de problème. C'est pas un dictateur. Alors, on va rappeler les ouvrages
les ouvrages de l'émission choisis par Marie-Jo. Très important, un très grand monsieur. Paul est un grand fan d'Edgar Morin. Moi aussi. Et oui, 96 ans aujourd'hui et franchement vraiment un esprit Je les juif. montre à la caméra. Voilà, ce sont les 2 ouvrages. Vous pouvez d'ailleurs retrouver tous les ouvrages de l'émission, y compris les films de Xavier Affre. Je ne vous le dirai pas tous les soirs, ça, mais les films de Xavier Affre sur la page Facebook de France 3 Corse Via Stella. Merci à tous les 4 d'avoir échangé. Merci à vous 2 d'avoir débattu dans la première partie et à vous 2 d'avoir échangé, d'avoir décrypté cette thématique. Et on retiendra cette phrase de Winston Churchill: la démocratie est le pire des régimes à l'exclusion de tous les autres. Merci pour ce débat. Merci de nous avoir suivis. À demain, même lieu, même heure. Ça se passe pendant le 20h.